Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette multicritique de tous les films et séries hors adaptation que j'ai vus au mois de mai et juin. Je vous encourage à aller voir les numéros précédents, donc tous les films que j'avais vus en janvier, février et en mars, avril. Désormais, il n'y a plus de critiques séparées pour chaque film et série, uniquement pour les adaptations de jeux vidéo. Pour tout le reste, c'est dans ces multicritiques. Ceci étant rappelé, je n'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de films et de séries. Il y a énormément de films et de séries que j'avais prévu de voir, même au cinéma. J'ai pas pu. J'ai commencé un nouveau boulot qui est quand même très fatigant et qui me prend voilà, tout le temps de libre que j'ai. Du coup, voilà, je n'ai pas pu regarder beaucoup de films. 4 films, 2 saisons. C'est tout ce que j'ai pu voir en 2 mois, en dehors des adaptations de jeux vidéo et des vidéos YouTube. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de choses. Je pense me rattraper un petit peu, non pas cet été, parce que j'ai un boulot où je n'ai pas la clim, donc je travaille par 37 degrés avec des lourdes charges. Donc c'est compliqué, l'été ça va être très compliqué. Le peu de temps de libre que j'ai, c'est pour me reposer. Mais je pense à la rentrée, essayer de me rattraper sur les films que je n'ai pas pu voir durant cette première partie de l'année. En tout cas, avant la fin de l'année, sachez que vous aurez un maximum de critiques. Voilà, je ferai une compilation. Je vous avais dit aussi dans les commentaires que je vous ferai la critique de 1923, la saison 2, préquel de Yellowstone. Je devais la regarder voilà, il y a quelques jours, mais voilà, ça a été très compliqué avec le boulot cette semaine, plus la voiture qui tombe en panne, il n'y avait que des imprévus de partout, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je pense que ce sera pour la prochaine multicritique, mais vous inquiétez pas, ça arrivera quand même avant la fin de l'année, c'est sûr. Ceci étant dit, on passe aux critiques, c'est quand même le plus intéressant. Et on commence avec Drop Game, un très bon petit thriller. J'ai été surpris que sur Allociné ce soit noté seulement 2,3. Un bon petit thriller en huis clos avec beaucoup de suspense par le réalisateur de Happy Birthday 1 et 2. L'actrice c'est Megan Fahy, je la connaissais pas, je trouve qu'elle est excellente. L'acteur c'est Brendan Sklenar, justement, qui joue dans 1923, la série, donc saison 1 et 2. On est là sur une histoire... Voilà, de suspense à fond. C'est pas du tout horrifique, paranormal ou science-fiction, c'est uniquement du thriller. Un homme qui va faire chanter par téléphone, qui va menacer par téléphone une femme qui a un rendez-vous galant dans un restaurant, dans une tour, dans un endroit où elle doit rencontrer quelqu'un qu'elle n'a connu qu'à travers une application de rencontre, et un mystérieux maître chanteur va lui demander de tuer l'homme avec lequel elle a un rendez-vous. Sinon, il va s'en prendre à sa famille. Certes, le synopsis de base est classique, mais j'avoue que j'ai été tenu en haleine jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on se demande qui est le vrai coupable, parce que c'est pas évident à deviner. Et ça, pour moi, c'est un très bon point. L'actrice est très belle, elle dégage du charisme, elle dégage vraiment quelque chose, une présence. J'ai rien à redire sur ce film, j'ai passé un super moment. C'est pas le film de l'année, mais pour moi, ça fait partie de ces très bonnes surprises, comme Compagnon et Novocaïne, dans 2 genres différents. Drop Game, je vous le recommande fortement. Voilà, c'est pas que un huis clos, hein. On passe dans d'autres endroits du début à la fin du film. Il y a aussi une histoire de traumatisme de l'héroïne principale qui va essayer de surmonter son traumatisme. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées ingénieuses, notamment en rapport avec les smartphones et avec tout ce qui est applications connectées, Bluetooth, ce genre de choses. Avec les spams, qu'est-ce qui est un spam, qu'est-ce qui est une menace réelle, qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre au sérieux. C'est vraiment haletant. Donc Drop Game, que je vous recommande, de Christopher Landon, réalisateur de Happy Birthday 1 et 2, et il me semble Freaky avec Vince Vaughn, que je n'avais pas vu. Mais les 2 Happy Birthday, j'avais beaucoup aimé. Ça, c'est le premier film, j'ai dû voir ça, il me semble, au début du mois de mai. Ensuite, début juin, je me suis rattrapé Les Tuches 5. Alors, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de film, Les Tuches. L'humour est parfois cringe parce que malaisant tellement ils en font des tonnes. Et là, dans ce 5e volet réalisé par Jean-Paul Rouve lui-même, donc on n'est plus sur Olivier Barou à la réalisation, mais sur Jean-Paul Rouve,
j'ai pleuré de rire à certains moments. On a énormément de références à la culture anglaise, que ce soit aux Beatles, mais aussi à Paddington. Pour ceux qui connaissent un petit peu Paddington, le petit ours là qui fait le tour du monde et qui vient d'Angleterre. Jean-Paul Rouve est excellent, je trouve, à la réalisation. On n'a pas l'impression que ça change du style de Olivier Barou, c'est dans la continuité. Il y a beaucoup de blagues avec le couple, puisque ici les Tuches sont invités en Angleterre pour une cérémonie avec le roi Charles et la reine Camilla. C'est le rêve de Cathy Tuche de rencontrer la famille royale. Parce qu'elle admire la reine Elisabeth II décédée depuis qu'elle est toute petite. Et donc ça va donner lieu à énormément de quiproquos avec la langue anglaise, parce que les Tuches ils parlent pas l'anglais, ils vont avoir un traducteur, un majordome, bref, ça va être... il y a certains moments, c'est même limite gênant, c'est même... on se cache tellement, on se dit, mais ça va tellement loin dans le ridicule que ça en devient amusant. Et c'est pas méchant de dire ça, c'est pas méprisant, je pense que c'est vraiment volontaire, ils en font des tonnes et des tonnes. On leur en veut pas parce que c'est rigolo et c'est bien moins abrutissant de regarder un film comme Les Tuches que d'aller un quart d'heure sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus abrutissant. Ici, au moins, l'humour est assumé, c'est pas vulgaire. Et puis, bon, voilà, c'est Les Tuches qu'on connaît, avec toujours la cuisine, les patates, les frites, les pommes de terre. Beaucoup d'humour. J'ai passé un très bon moment devant le film, ça m'a détendu, j'ai ri. Et je suis pas contre un 6e film, même si à un moment donné la formule va s'essouffler parce qu'on pourra pas faire 10 films comme ça non plus. Mais ils vont à fond au bout du délire, comme quand ils sont venus pour faire la promo du film sur le journal de TF1 dans leur personnage, Jeff et Cathy Tuche, face à Anne-Claire Coudray au journal de 20 h pour faire la promo des Tuches 5. J'avais trouvé ça, pour une fois c'est amusant. C'est pas les sempiternels acteurs qui viennent pour parler du film, là c'est les personnages du film qui restent dans la peau des personnages. Et j'avais trouvé ça amusant, c'est à l'image de ce 5e film, même si voilà, il y a des gags qui commencent à être un peu répétitifs, mais c'est assez suffisant pour passer un bon moment, bien évidemment pour peu qu'on aime l'humour absurde, parce que c'est de l'humour absurde totalement. Ça c'est donc le 2e film. Et puis ensuite, je vous ai fait quelques petits shorts de films que je suis allé voir au cinéma, notamment Mission Impossible et Ballerina. Alors, Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 2 ou The Final Reckoning, qui est censé être le dernier. Maintenant, je peux vous le dire avec spoilers, puisque ce sera une critique 100% spoilers du film. Non, Tom Cruise ne meurt pas à la fin, contrairement à... Daniel Craig en James Bond dans Mourir peut attendre. Ben, du coup c'est compliqué de faire une suite à Mourir peut attendre, de toute façon ce sera plus Daniel Craig, mais là il y a possibilité de faire un nouveau film Mission Impossible. Je pense pas que ça arrivera, pour 2 raisons. Comment passer après Tom Cruise qui sauve le monde entier d'une apocalypse nucléaire provoquée par une intelligence artificielle surpuissante, quasiment déifiée? Comment passer après ça? Comment passer après un Tom Cruise qui plonge au plus profond de l'océan dans un sous-marin nucléaire? Le sous-marin, il y a des scènes à couper le souffle. J'étais vraiment cloué au fauteuil, je m'agrippais au fauteuil, c'est vraiment haletant. D'ailleurs, c'est un film que je pense, des gens qui sont un peu, je ne vais pas dire cardiaques, mais il y a des gens qui n'apprécieront pas tellement, c'est prenant. C'est haletant, c'est stressant. On ressort pas de ce film ultra détendu. C'est un film qui vous tend, tellement il y a de pression pour le personnage. C'est pas réaliste, mais je vais y revenir dans quelques instants. Mais c'est un film qui vous met la pression du début à la fin. Et qui est assez long, il faut le dire, comme son précédent, la partie 1. C'est des films qui durent quasiment 3 heures, hein, 2h45. Mais donc, comment faire mieux qu'un Tom Cruise qui plonge au plus profond de l'océan pour aller chercher une clé pour désactiver une intelligence artificielle prête à lancer des missiles nucléaires, remonter à la surface, tout ça sans aucun équipement, et ensuite aller dans le ciel avec une cascade qui doit durer au moins une demi-heure où il se bat sur un avion. Alors, c'est lui qui a fait la cascade, c'est juste qu'il est attaché avec un câble qu'ils ont enlevé en post-production numériquement, mais tout le reste c'est lui qui le fait. Comment faire mieux que ça? On va du fond des océans jusque dans le ciel,
On a un mec qui saute en pleine mer, qui est rattrapé par un porte-avions. On a des complots, même à l'intérieur d'un porte-avions de l'armée américaine, où il est en danger à tous les moments dans le film. Il remonte à la surface, il passe 5 minutes, enfin 5 minutes, il passe quelques heures dans un sas de décompression, dans une espèce de chambre de décompression gonflable. On peut pas faire mieux que ça. Je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. La saga nous a habitués à aller toujours plus loin dans les cascades. Ok, là c'est aller très très loin. Ça n'est pas réaliste parce que en réalité personne ne peut faire ça. Même Tom Cruise, c'est lui qui fait les cascades. Alors il n'est pas allé au fond des océans. Ils ont recréé un bassin artificiel bien évidemment, mais malgré tout, il faut le faire. Tout ce qu'il fait, moi je pourrais pas en faire un millième de pourcentage. Et je pense que énormément d'acteurs, y compris Brad Pitt, qui le disait en promo, est-ce qu'il aimerait travailler avec Tom Cruise? Oui, mais à condition de ne pas faire des cascades comme ça. Même Brad Pitt, qui est un des meilleurs acteurs au monde selon moi, n'est pas capable de faire ça et ne veut pas faire ça. Très peu d'acteurs veulent faire ce que Tom Cruise fait, et même les assurances, elles sont en sueur, elles sont en PLS à chaque fois que Tom Cruise il fait des choses comme ça, parce qu'il met réellement sa vie en danger. Donc certes, c'est lui qui le fait, et c'est admirable, mais ça n'est pas réaliste. On pouvait, dans les précédentes Missions Impossibles, avoir quelques cascades qui étaient réalistes. Sur Mission Impossible Protocole Phantom, avec la tour de la Burj Khalifa, ça restait encore réaliste. Moi, ça me donne des vertiges hein, quand je vois, quand il grimpe la tour dans Mission Impossible 4, Protocole Phantom. Mais ça reste réaliste, c'est faisable. Il y a des gens qui font ça, des cascadeurs. Alors après, tu risques ta vie. Hein. Les funambules qui vont entre deux bâtiments sur une barre de fer. Donc, il y a très très peu d'humains qui peuvent le faire. Il faut un entraînement de professionnel plus que professionnel. Mais c'est possible. Là, ce que fait Tom Cruise dans le film, c'est certes, c'est monté, c'est raccord au niveau des cascades. Mais en réalité, tu peux pas faire ça. Tu peux pas plonger à plusieurs centaines de mètres et remonter en quelques minutes sans avoir la pression qui te fait exploser à l'intérieur, voilà, qui te fait faire une rupture d'anévrisme ou ce genre de choses. Là, c'est parce que c'est Tom Cruise, c'est le sauveur du monde. Il a tout donné et je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et je pense que ce serait une mauvaise idée de faire Mission Impossible 9. Il n'y a rien d'autre à raconter. Quand tu as sauvé le monde d'une apocalypse nucléaire où tu as toutes les puissances mondiales et en plus au moment où sort le film, voilà la situation mondiale. Il y a quelques mois en arrière, c'était la menace nucléaire venant de la Russie. Là, il y a quelques jours en arrière, c'était la menace nucléaire venant de l'Iran. Donc, c'est totalement dans l'actualité mondiale géopolitique. Tu peux pas faire mieux que ça en termes de scénario. Ça va être quoi la prochaine étape? Ça va être un crossover avec Jurassic Park, Fast and Furious et les Avengers. Là, on perdrait toute crédibilité parce que malgré tout, cette Mission Impossible, ça reste un film qui est profondément géopolitique, thriller. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de fantastique, science-fiction, surnaturel, magique. Donc, pour moi, je ne vois pas l'intérêt d'un Mission Impossible 9. Il a tout donné. C'est un film sur l'amitié. C'est un film notamment avec Luther, joué par Ving Rhames, qui meurt ici d'un cancer, donc il décide de se sacrifier vu qu'il va mourir d'un cancer. Donc il y a du sacrifice, on a cette émotion-là. Dans le précédent, c'était Rebecca Ferguson, donc Ilsa Faust qui mourait. On a une excellente Hayley Atwell dans l'équipe qui tient la dragée haute à Tom Cruise. Après, bien évidemment, toujours Simon Pegg qui est excellent, égal à lui-même. Ils ont trouvé une bonne alchimie, ils sont terminés avec une équipe qui est soudée, qui est forte. Alors oui, on peut regretter qu'il n'y ait pas le retour de Paula Patton ou de Jeremy Renner. Ça fait partie de ces petites incohérences. Jeremy Renner, son personnage, de mon souvenir, est toujours vivant. Paula Patton, je ne me souviens plus, mais il me semble que oui. On peut regretter que pour ce baroud d'honneur, ils n'aient pas fait une petite apparition, mais on a absolument tout, notamment le personnage dont je ne me souviens plus le nom, qui est à la CIA à Langley, dans la chambre forte avec l'ordinateur, où Tom Cruise se suspend dans le vide pour venir pirater l'ordinateur et qu'il remonte par les câbles. Donc cette scène mythique du tout premier Mission Impossible. Et donc cet agent qui ensuite a été muté à cause de son erreur d'avoir laissé Tom Cruise rentrer dans la chambre forte, eh bien on retrouve ce personnage et il fait partie intégrante du scénario. On retrouve
tous les personnages qu'on a vus, les plus importants à travers les différentes missions impossibles, que ce soit des personnages alliés de Tom Cruise ou qu'ils soient des supérieurs hiérarchiques, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Et la deuxième raison, c'est peut-être la plus importante, c'est que le film n'a pas, malheureusement, n'a pas été le carton attendu. Et je ne le comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Et c'était déjà le cas de Dead Reckoning. On est aux alentours du demi-milliard de dollars, entre 5 et 600. Au maximum 700 millions. Mais vraiment au maximum. Pour des films comme ça, qui ont des centaines de millions de dollars de budget, qui ont demandé plusieurs années entre la pré-production, le tournage, la post-production, c'est des mastodontes, des films comme ça. C'est pas facile à faire. Ben, le fait que ça ne fasse pas plus que Captain America 4 ou quelques films Marvel récents, puisque Marvel est en perte de vitesse, sauf, je pense, les prochains Avengers qui marcheront. Mais malgré tout, on aurait pu s'attendre à un succès écrasant, plus d'1 milliard de dollars. Top Gun Maverick, Top Gun 2 avait fait presque 1,5 milliard. Et là, les deux derniers Missions Impossibles, y compris celui-là, n'arrivent pas au milliard. À peine il les dépasse quand on fait le cumul des deux. C'est décevant. Et je me demande pourquoi les gens ne se déplacent pas en masse pour voir ce genre de film. Tu en as pour ton argent. Quand tu vas voir Mission Impossible, tu sais que tu en as pour ton argent. Tu n'es pas pris pour un pigeon. On va pas te faire de la parlotte et très peu d'action. Ce que tu vois dans la bande-annonce, certes, on en voit toujours trop dans les bandes-annonces, mais c'est juste un extrait. C'est ça multiplié par 3 heures. Donc je regrette que les gens ne se soient pas déplacés beaucoup plus pour voir le film. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sortent, les gens commencent à être fatigués du cinéma parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Et c'est vrai que ce Top Gun, ce Mission Impossible, c'est un petit peu la même chose que le précédent. Hein. C'est de toute façon la deuxième partie, hein, puisqu'on avait terminé à la fin de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. On nous coupait en plein milieu du scénario. Voilà, donc c'était pas un film fini. Il faut regarder les deux parties d'affilée. Peut-être ça a frustré les gens, le fait de ne pas avoir vu le premier film ou de ne pas s'en souvenir. Du coup, ils ne sont pas allés voir le deuxième. Peut-être que le film se rattrapera au niveau des ventes de DVD, Blu-ray ou en SVOD. Je ne sais pas, mais c'est assez décevant de se dire que le film aujourd'hui tourne autour des 600 millions de dollars au box-office, peut-être un petit peu plus ou un peu moins. Ça mérite au moins 2 fois plus, facile. Ça aurait dû dépasser le milliard. Je pense qu'il y a aussi une fatigue des gens de toujours plus d'action dans la surenchère. Et à un moment donné, à force de faire dans la surenchère, tu perds un certain réalisme qu'avait Top Gun Maverick. Malgré tout, Top Gun Maverick, c'était bien équilibré entre les scènes d'action, de cascade et les scènes plus intimes avec des dialogues. Après, c'est vrai que, même si moi j'adore Tom Cruise, c'est mon acteur préféré, le film est assez long quand même, il faut le dire, presque 3 heures de film. Tout n'est pas parfait, notamment le méchant joué par José Morales, qui est un excellent acteur que moi j'avais découvert, enfin à l'époque je l'avais vu dans certains films mexicains, enfin des films un petit peu des années 90-2000, mais je l'avais redécouvert un peu plus tard dans From Dusk Till Dawn, la série Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, où il jouait, il me semble, dans la saison 2 et 3, qui est excellent, vraiment, la série est excellente. Donc, José Morales, Gabriel, le méchant, il avait tout pour être un méchant iconique, vraiment, pour être un Deus Ex Machina, le méchant le plus important de la saga. C'est vrai que là, il meurt un petit peu comme... c'est bidon, quoi. Il se fait assommer par une pale d'hélice, je crois, ou par un câble, il tombe de l'avion et basta, on n'en parle plus. Alors que pourtant, il a représenté une des plus grandes menaces dans toute la franchise Mission Impossible. Et puis on n'en a pas appris beaucoup sur le personnage, notamment sur son lien avec Ethan Hunt dans le passé, puisqu'on sait qu'il a assassiné une personne à laquelle Ethan Hunt tenait avant qu'il fasse partie de l'équipe Mission Impossible. Ça n'a pas été développé. C'est vrai que c'est un méchant qui a été laissé sur le bas-côté. C'est dommage, c'est au détriment de l'action. Donc tout n'est pas parfait, tout n'est pas équilibré, il y a quelques petites incohérences sur le manque de retour de certains personnages, mais en termes d'action, c'est tellement généreux, c'est peut-être trop généreux
pour les gens, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis régalé. C'est vraiment une franchise qui, pour moi, a été exceptionnelle de bout en bout. Mais je pense que ce serait une mauvaise idée de faire un autre film. Ça n'aurait aucun intérêt. À un moment donné, vous voyez, c'est comme Avengers Endgame. On est allé au bout avec Avengers Endgame. Quand les Avengers ils sauvent l'univers tout entier, ils remontent dans le temps. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux après ça? Je ne sais pas si dans les prochains Avengers qui sortiront l'année prochaine et l'année d'après, ce sera aussi bien que Infinity War et Endgame. Donc à un moment donné, il faut savoir mettre un terme. Éventuellement, tu peux faire des spin-offs en série avec Hayley Atwell si elle est dispo. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est comme avec Daniel Craig et Mourir peut attendre. Voilà, c'est une fin définitive. Moi, ça me va très bien. Par contre, je suis quand même content qu'ils aient gardé le personnage de Ethan Hunt en vie. Parce que c'est pas parce que tu termines une franchise que tu es obligé de tuer ton personnage. Et ils ont eu l'intelligence de ne pas tuer le personnage. Le personnage retourne à l'anonymat. C'est Tom Cruise, je sauve le monde, très peu de personnes sauront que c'est moi, mais j'ai sauvé le monde. Voilà, c'est le rôle que se donne Tom Cruise dans les films. Moi, ça me va très bien, j'adore ça. En tout cas, j'espère que le film aura plus de succès en VOD, SVOD, qui se rattrapera par rapport au cinéma. Et ensuite, donc, le dernier film en date que j'ai vu, c'est Ballerina. Ballerina, apparemment, il y avait des mauvaises critiques au départ. Ils ont dû, je crois, faire des reshoots. Il y avait eu une projection test où ils disaient que c'était pas terrible. Et ensuite, il y a eu une grosse promo massive, sans arrêt, partout, sur tous les réseaux sociaux, dans tous les plateaux télé, dans toutes les émissions. Vous voyez Ana de Armas aux États-Unis ou dans le monde entier qui faisait la pub. Ballerina est pour moi meilleur que John Wick 4. John Wick 4 que j'ai beaucoup aimé, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que John Wick 4 était mauvais. De toute façon, quand il y a Keanu Reeves, ça peut pas être mauvais. John Wick 4 était juste un peu trop long pour moi. Quasiment 3 heures de film, 2h50. Il aurait mérité une demi-heure de moins. S'il avait été un peu moins long, je pense que je l'aurais énormément apprécié. Mais déjà, John Wick 3, donc le Parabellum, était un poil trop long, une dizaine de minutes, un quart d'heure trop long. John Wick 4, j'ai senti les 3 heures passer. Ballerina, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis régalé. Et je pensais pas que Ana de Armas enverrait autant du lourd. Je sais que c'est une excellente actrice, elle peut tout jouer. De toute façon, quand elle a fait Marilyn Monroe, elle a fait tellement de rôles différents. On n'imagine pas tout ce qu'Ana de Armas, depuis Knock Knock en 2014, de Eli Roth, je l'avais vu au cinéma. Bon, c'est pas un film que j'avais apprécié, mais elle a bien évolué quand même. Elle a joué dans des tas de films. Elle est vraiment... c'est une actrice qui peut tout faire. Moi, je pense que c'est une actrice qui peut tout faire. Ici, elle tient la dragée haute à Keanu Reeves. Et j'ai adoré le fait qu'on voit Keanu Reeves dans le film au début et à la fin. À la fin, il a une importance plus grande qu'au début. Au début, c'est juste un petit caméo, mais je me suis dit, pourvu que ce soit pas juste ça, sinon ça aurait fait un peu pub mensongère. Il est quand même sur l'affiche. Et non, il a bien son importance à la fin du film. Alors, je ne vais pas vous spoiler, contrairement à Mission Impossible que je vous ai spoilé. Là, je ne vais rien vous spoiler. Je vais juste vous dire que ça fait du bien que cette franchise s'étende et ne reste pas uniquement centrée autour du personnage de John Wick, qu'il y a une possibilité pour qu'on la revoie à la fois dans un Ballerina 2 et dans un John Wick 5, que cette franchise avec la mini-série The Continental, que vous savez, je vous en ai fait la critique sur la chaîne, c'était en été rentrée septembre 2023, j'avais beaucoup aimé The Continental. Je sais qu'il y en a certains qui avaient été déçus par le manque d'action. Moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé ça très stylisé visuellement, même s'il y avait quelques effets fond vert qui étaient un peu dégueulasses. Je suis content qu'ils agrandissent cet univers. Je suis aussi content qu'on retrouve dans Ballerina tous les codes que l'on a de John Wick, avec l'hôtel Continental, avec la table, avec voilà, les pièces quand tu vas dans un hôtel continental, les règles qu'il y a dans un hôtel, le retour de Winston. Et du regretté Lance Reddick Charon, qui donc, puisque le film a été tourné quand il était encore vivant, ça fait plaisir de le revoir. En tout cas, tous les codes qui ont été établis dans les 4 premiers films et dans la mini-série The Continental sont respectés. Mais là, on a une histoire beaucoup plus, on va dire, avec du cœur, avec de l'émotion. On a une histoire de famille. Certes, on a une histoire de vengeance, c'est toujours comme ça dans les John Wick, mais on a une histoire de famille et on a une Ana de Armas
on la voit évoluer. C'est pas une machine froide à tuer. C'est pas la légende John Wick, le Baba Yaga dont tout le monde a peur, tout le monde se barre parce qu'ils savent que quand ils débarquent, ils vont mourir. Même les tueurs les plus impitoyables craignent John Wick. Là, c'est une tueuse qui se développe petit à petit. On voit son enfance, on voit son évolution au sein de la Ruska Roma. C'est bien parce qu'ils ont repris Angelica Houston comme dans les films John Wick. Je vous dis, c'est vraiment... ça s'inscrit dans les films John Wick. D'ailleurs, je crois que c'est en parallèle avec John Wick 3, donc John Wick Parabellum, il me semble. Ça se passe soit en même temps que le 3, soit entre le 3 et le 4. Mais on voit le personnage évoluer. Et ça, c'est très bien. J'ai été surpris aussi de la manière dont ils ont rajeuni dans les premiers... la première demi-heure, la première heure du film, Ana de Armas, qui fait beaucoup plus jeune. Pourtant, c'est pas un rajeunissement numérique, comme quoi les maquilleuses et puis les coiffeuses stylistes savent rajeunir un personnage. C'est un personnage dont on voit l'évolution et petit à petit, elle devient de plus en plus badass, de plus en plus hargneuse, de plus en plus dangereuse. Mais, contrairement à John Wick, et j'ai trouvé ça intéressant, contrairement à John Wick qui est... Le mec, c'est un meuble, John Wick. Tu peux rien faire contre lui. Quand il débarque, t'as tout le monde qui tombe. Elle se prend des coups. Elle se prend des lattes. Mais vraiment, quand on la voit à un moment donné, elle est dans une boîte de nuit, elle doit protéger une cible, une fille qui est sous sa protection. Elle se prend des lattes, mais bien comme il faut. Et elle se relève. Mais on sent qu'elle n'est pas invincible. On sent qu'elle a de la fragilité et qu'elle doit faire un effort supplémentaire par rapport à John Wick. Mais malgré tout, elle lâche rien du tout. J'ai aussi énormément aimé le fait qu'on ait l'actrice, j'ai oublié son nom, elle joue dans From. L'actrice qui joue dans From, qui s'appelle... j'ai oublié son nom, vous me le direz en commentaire. Comme ça, j'ai un trou de mémoire et je peux pas regarder sur internet en même temps que je fais la vidéo. Je peux pas vous dévoiler le rôle de l'actrice. L'actrice qui joue dans From, qui d'ailleurs jouait dans Che de Steven Soderbergh avec Benicio del Toro. J'ai énormément aimé la relation qu'elle a avec justement donc Ana de Armas dans le film. Le personnage de Gabriel Byrne aussi. Le fait voilà, qu'il y ait une espèce de secte un petit peu très dangereuse, une espèce de famille où les gens sont quasi illuminés. C'était intéressant de faire ça. Et puis les paysages aussi, on voyage dans le film. Voilà, on va aux quatre coins du monde et notamment dans les Alpes. Donc des décors enneigés, ça change des décors urbains, des boîtes de nuit, des sous-sols, des discothèques. Donc c'est très bien, on voyage dans le film. Je vous dis, j'ai pas vu passer le temps, 2 heures que dure le film, c'est très bien, il n'y avait pas besoin de plus, il n'y avait pas besoin d'une demi-heure de plus, 2 heures, 2h10, c'est ce qu'aurait dû durer John Wick 4. On sait que John Wick 5 est en préparation, ça nous a été confirmé officiellement par le réalisateur lui-même. J'ai hâte, j'espère que John Wick 5 sera meilleur que le 4. Peut-être un petit peu plus compressé en termes de durée, mais après tout ce qu'a traversé John Wick durant les 4 premiers films, maintenant on peut passer à autre chose. Parce que c'est bien l'histoire voilà, de la vengeance, il doit se venger, la table, il renverse les règles. Mais il n'y a pas besoin que ça dure 5 films. Maintenant que tout l'univers de John Wick a été renversé, on peut repartir sur des nouvelles bases avec Keanu Reeves. Nouveau scénario, toujours avec Keanu Reeves. Moi, je suis pour, j'ai hâte. Et je suis aussi impatient de voir la suite de Ballerina parce qu'il y a une suite qui est... je ne sais pas si c'est en préparation officielle, mais en tout cas, il y a le potentiel pour une suite. Et bien évidemment que Len Wiseman pourrait revenir à la réalisation. Len Wiseman qui est un excellent réalisateur après avoir... fait les Underworld, les 2 premiers Underworld et le Total Recall mémoire programmée. Bah écoutez, pourquoi pas un retour de Kate Beckinsale, son actrice fétiche et son ex-femme aussi. Pourquoi pas Kate Beckinsale qui vienne rejoindre la franchise John Wick Ballerina, ça serait pas mal. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de cet univers. Je crois qu'il y a une nouvelle série ou mini-série en préparation dans cet univers-là.
Moi je demande que ça, qu'on agrandisse le lore, la mythologie, les codes de cet univers, parce que ça reste vraiment excellent, même si c'est Keanu Reeves. Voilà. Keanu Reeves indéboulonnable, et puis les retrouvailles entre Keanu Reeves et Ana de Armas, qui en sont à leur troisième film ensemble, je crois, en tout cas au moins troisième film, voire peut-être quatrième, troisième film c'est sûr, bah, ça fait plaisir, parce qu'il y a une bonne alchimie entre les deux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les films que j'ai vus, maintenant passons aux séries. Et la première, c'est l'Eternaute. Je vous avais fait un mini short dessus. L'Eternaute sur Netflix, cette série de science-fiction post-apocalyptique argentine basée sur une bande dessinée argentine. Vous le savez, hein, je vous ai fait un post par rapport à The Last of Us 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est pour moi une purge, une immonde purge. Je n'en ferai pas la critique entière parce que j'ai pas envie de m'énerver. Pour moi, cette série ne devrait même pas exister, The Last of Us. C'est un étron intégral de sa saison 1 jusqu'à la fin de sa saison 2. Mais à l'arrière, sur la saison 1, il y avait quelques petites voilà, des petites choses à sauver. Sur la saison 2, il n'y a rien à sauver. C'est une série qui, pour moi, c'est la pire adaptation que j'ai vue en série et un des univers de jeux vidéo les plus défigurés par la série. Une série inutile. Et donc, l'Eternaute, on est sur du post-apocalyptique aussi, pour des raisons différentes. Ici, c'est pas un virus, c'est des extraterrestres. Mais c'est tellement plus intéressant que The Last of Us 2. En 6 épisodes, je crois que c'est que 6 épisodes, il me semble. 6 épisodes de 45 minutes. Mais ça dépasse The Last of Us 2, ça l'atomise dans tous les sens. On a une excellente équipe de personnages qui en plus ne sont pas des personnages jeunes parce qu'on est dans les univers post-apocalyptiques, on a souvent l'habitude d'avoir des jeunes. Non, là c'est des mecs de 40, 50 ans, 60 ans. C'est des gars qui sont à la retraite, qui sont pas trop habitués à sortir de leur confort pour certains, qui ont une vie un petit peu banale, comme tout le monde, ça pourrait être vous et moi si on était âgés, et qui se retrouvent avec cette espèce du jour au lendemain, de neige qui tombe dans tout Buenos Aires. Les gens qui meurent au contact de cette neige, on va apprendre que c'est pas de la neige, mais que c'est une substance radioactive. Les pôles de la planète ont été inversés. Et puis cette scène qui est prenante dès le début du film, où on voit ces trois filles qui sont sur un bateau, qui s'amusent entre copines, et puis d'un coup... on voit à l'arrière de loin des lumières et il y en a une qui rentre dans la cabine, les deux autres qui sont dehors, boum, qui s'effondrent d'un coup. On se dit qu'est-ce qui se passe? Le danger est prégnant, l'ambiance est là. On se dit que à tout moment, s'il y a un flocon de neige, de cette espèce de neige radioactive qui leur tombe dessus, ils peuvent tomber comme des mouches. On a les gens qui s'organisent en résistance, mais on a aussi l'aspect survivaliste avec notamment toutes les provisions. L'énergie, comment faire pour se réchauffer, comment faire pour avoir de la lumière, comment faire pour manger, comment faire pour avoir de l'eau potable, comment faire pour communiquer avec une radio. Toutes ces choses qui font qu'un univers post-apocalyptique est crédible. Ce n'est pas le cas de The Last of Us 2. Il n'y a aucune crédibilité dans The Last of Us 2, la série. Donc, mis à part de dire, l'autre qui dit « I'm gonna be a dad », je vais devenir papa, je suis lesbienne non genrée, je vais devenir papa, on va faire un trouble, c'est de la merde, ça pue la merde. Alors que là, il n'est pas question du tout d'idéologie. Il n'y a pas une seule allusion au wokisme, ni LGBT, ni progressiste, ni féministe. On est sur une série qui ne ment pas sur ce qu'elle raconte. Elle raconte une apocalypse du jour au lendemain qui tombe. Alors ça tombe sur l'Argentine, mais on se doute que ça tombe sur la Terre entière, puisque voilà, c'est une invasion extraterrestre. Alors après, on peut être un petit peu déçu sur éventuellement le design des créatures extraterrestres, même si le dernier épisode nous montre des choses qui promettent et qui nous chauffent grave pour la suite. Moi vraiment, quand j'ai vu les dernières minutes de la saison, je me suis dit, ah oui, ça promet du très très lourd pour la suite. Mais l'aspect extraterrestre est relégué, on va dire, dans la deuxième partie de saison. C'est surtout l'aspect humain qui est relégué dans la première partie de saison. Comment faire quand tu as des provisions et que tu rencontres d'autres personnes? Est-ce que tu vas partager? Est-ce qu'ils vont te voler? On a aussi tout cet épisode où on a un personnage qui vient chercher
qui vient chercher sa femme dans un immeuble où il y a plein de gens qui se sont regroupés en petites communautés et qui sont dangereux, qui essayent de les voler, qui essayent de les poursuivre. Et oui, quand il y a très peu de ressources, que tout le monde est dans la galère, celui qui a des ressources et qui sait s'en sortir, il est en danger parce que tout le monde veut lui prendre ce qu'il a. Donc aussi la discrétion. La discrétion, le silence, faire attention d'avoir un masque qui soit bien imperméable pour ne pas respirer de substances qui soient mortelles. Tout ça concourt à une ambiance crédible, palpable. Alors c'est assez poisseux. En plus on sent le silence avec la neige qui tombe, il n'y a plus âme qui vive. Je ne sais pas comment ils ont fait pour filmer ça, mais c'est génial. Et puis en quelques jours, je vous dis, quand vous voyez tout à l'arrêt, les voitures, les trains... Oui, ça fait penser aux premières saisons de The Walking Dead. Ça fait penser aux premières saisons de The Walking Dead, même si, encore une fois, c'est la première saison, donc c'est normal, ça prend son temps pour installer l'ambiance. Ça n'est pas une série où il va y avoir énormément d'action ultra... voilà, ça pète pas de partout, et puis c'est pas des zombies, c'est des extraterrestres. Donc là, tu peux pas dégommer des extraterrestres comme tu dégommes des zombies à coups de hache ou de katana ou de flingue dans The Walking Dead. Là, il faut être beaucoup plus discret. Donc oui, c'est une série d'infiltration. Voilà, infiltration. La discrétion, le silence, s'en sortir, ne pas faire trop de bruit, ne pas être trop visible. J'ai adoré. 6 épisodes, j'ai pas vu le temps passer. Et ça surpasse The Last of Us à tous les niveaux. Quel dommage pour The Last of Us 2. On aurait pu avoir une adaptation de jeu vidéo qui aurait été incroyable. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. De toute façon, on a Fallout qui est exceptionnel. Et on a beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo à venir qui rattraperont la catastrophe The Last of Us. Mais en termes de post-apocalyptique, on a une peternauts série ici, l'Eternaut, qui sort de nulle part, qui n'était pas prévu, qui n'a pas eu énormément de promotion, qui n'a que 6 épisodes de 45 minutes et qui met en PLS à la décharge The Last of Us 2. Donc moi, je ne peux que vous la recommander si vous ne l'avez pas encore vue. Et la dernière série, vous voyez, je n'ai pas regardé beaucoup de choses. La dernière série, c'est Cœur Noir saison 2. Je vous renvoie à ma critique de Cœur Noir saison 1 pour vous dire tout le bien que je pense de la saison 1. Ici, c'est la saison 2. Alors, on a certains personnages, notamment l'acteur Toufik Jalab, qui était dans la saison 1, qui va partir en début de saison 2. Donc, je pense que c'est parce qu'il devait être... son personnage ne meurt pas, hein, mais je pense que comme il était sur le tournage en même temps de Pax Massilia, qui était sorti il y a 2 ans, je pense qu'il voilà, devait avoir un planning chargé, donc ils l'ont fait sortir de la série. Il peut y rentrer, il y a de nouveau une porte d'entrée. Mais voilà, on a certains personnages qui étaient dans la saison 1 qui ne sont plus dans la saison 2. Et des nouveaux qui arrivent, notamment un qui s'appelle Kevlar, son personnage qui est excellent. Bref, Cœur Noir saison 2, j'ai dévoré la saison en une matinée. Voilà. J'ai commencé à la regarder tôt le matin, j'ai dévoré ça, j'ai fini en début d'après-midi. Je me dis, allez, encore un épisode et tu t'arrêtes et tu regarderas le reste demain. Et j'ai regardé tous les épisodes d'affilée. C'est sur Amazon Prime. Pour moi, c'est la meilleure série dans le genre après Homeland et ça aurait pu être Homeland saison 9. Je rappelle que la série se passe dans les coulisses de Daesh en post-2016. Donc ici, on y suit un cadre de Daesh qui essaye de coopérer avec l'armée française, avec cette équipe, pour pouvoir mettre sa fille en sécurité, mais en même temps, comme il fait partie des cadres de Daesh, il est suivi de très près par les autres qui sont encore plus fanatiques que lui, encore plus dangereux. Marie Domnier est exceptionnelle, comme dans la saison 1. Nicolas Duvauchel, pareil. Thierry Godard, excellent. Nina Meurice, on a beaucoup de dangers autour de Nina Meurice. Son personnage, je vous dis, ça m'a vraiment fait penser au personnage de Brody, donc Damian Lewis dans les premières saisons de Homeland. Elle est autant en danger que lui. On ne sait jamais si elle va être exécutée, pendue, assassinée, tirer une balle dans la tête, si on va lui couper une main, si on va la torturer, et elle est torturée. Le personnage est vraiment en danger. Et on le ressent, et on s'inquiète pour elle. Alors je ne vous dis pas comment se termine la saison, parce que c'est une critique sans spoilers, mais on s'inquiète vraiment pour le personnage. Rien ne nous est épargné. Moi, ça m'a fait penser aussi à Démineur de Catherine Bigelow. C'est-à-dire qu'on a des scènes qui sont choquantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Démineur, il y a une scène où on a Jeremy Renner qui arrive un petit peu dans un endroit où il y a un boucher, un chirurgien qui a recousu un cadavre, qui l'a rempli de bombes.
on voit le corps et tout. Là, on voit des corps, on voit notamment un otage américain, un espion américain qui est torturé à mort. La scène est choquante parce qu'on le voit ramper. On le voit ramper comme une bête. On voit aussi l'inhumanité de Daesh, parce que c'est une série qui est à la limite du documentaire, qui est très documentée. Voilà, on n'est pas simplement sur de la fiction. C'est une série où il y a énormément d'éléments réels qui ont été repris pour la série. Ils se sont entourés de conseillers, de gens qui s'y connaissent bien. On est presque 10 ans après Daesh, donc ils sont bien renseignés aujourd'hui. Il y a énormément de documents, voilà. Vous savez, ce genre de série, ils prennent des spécialistes du terrain, des spécialistes de l'espionnage, des gens qui ont bossé là-dedans, dans les services intérieurs, pour être des conseillers, pour les aider aussi dans l'écriture du scénario. Donc on a énormément de scènes qui sont réalistes. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont choquantes. Dans la série, il y a des scènes qui sont choquantes. Mais on nous montre aussi ces femmes qui sont voilées de force, qui aident l'armée française pour pouvoir faire tomber Daesh, en partie bien sûr, parce que c'est pas une ou deux femmes qui arriveront, ou hommes, hein, mais en l'occurrence ici, femmes qui arriveront à faire tomber Daesh tout entier, mais on nous montre ces femmes qui sont voilées, mais qui détestent ça, qui détestent être voilées de force, qui détestent être considérées comme des objets sexuels par des hommes qui ont tous les droits, et qui se mettent en danger pour aider à faire libérer des otages, et qui se mettent en danger pour aider voilà, l'armée française, les groupes d'intervention, qui sont de vraies espionnes, qui deviennent espionnes. Ça fait penser, donc, je vous dis, à Homeland, énormément à Homeland. Et voilà, quand on voit ça, on se dit que ces femmes qui se battent et qui restent parfois dans ces pays, dans ces endroits où il y a besoin de la permission du père ou du grand frère pour se marier, elles appartiennent à un homme. Voilà, quand on se dit qu'en France c'est en train d'arriver, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le débat, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, il y a des gens qui luttent, quitte à mettre leur propre vie en danger, parce qu'ils ne se laissent pas imposer un voile. Et en France, on se dit c'est génial, faut voiler les petites filles. Quand on voit ce qui se passe dans cette série, ça se passe en Iran aussi. Bien évidemment que ça se passe en Iran. En Iran, certains veulent vous faire croire que, mais non, c'est un pays moderne, il y a la liberté, absolument pas. Et là, on ressent tout le danger de ces femmes qui doivent faire attention absolument à tout. Absolument à tout. Le regard, elles doivent baisser la tête, elles doivent être très discrètes, elles doivent avoir les yeux derrière la tête. La moindre parole en l'air, ça pourrait voilà, le moindre haussement de ton et elles pourraient se faire tabasser à mort. On voit que les femmes sont des objets pour ces salafistes, pour ces terroristes islamistes. Et ça, c'est la réalité. C'est pas pour rien qu'il y a plein de femmes qui cherchent à fuir ce genre de pays. Et bon. En tout cas, ça c'est très très bien montré dans la série. Encore une fois, c'est pas une série engagée pour un parti politique ou un autre. C'est une série qui montre la réalité telle qu'elle est. Voilà, telle qu'elle est. Des hommes qui sont fanatiques, qui sont paranoïaques, qui veulent imposer et qui sont très hypocrites parce qu'ils sont prêts aussi à collaborer avec l'armée française, les renseignements intérieurs, enfin les renseignements extérieurs pour du fric. Donc ils sont prêts à trahir leur propre cause pour du fric, mais dans le même temps qui se montrent encore plus fanatiques que les fanatiques. Le degré de paranoïa chez ces gens-là et le degré d'hypocrisie est assez hallucinant. On voit qu'en réalité, sous prétexte d'idéologie, de religieuse, c'est surtout le fric, la machine, le moteur. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le danger est partout, la trahison est constante. Et parfois, il s'en suffit de quelques minutes pour se faire décapiter, égorger, pendre, étrangler, de quelques secondes. Donc c'est une course contre la montre, vraiment, littéralement. J'ai adoré aussi le personnage de Kevlar, donc qu'on nous introduit dans la série avec son chien, qui est un chien qui va renifler pour voir s'il y a des bombes, des explosifs.
Le chien est très bien montré, très mis en valeur aussi, donc ça n'est pas seulement une équipe d'hommes et de femmes, c'est une équipe aussi avec des animaux qui sont là sur le terrain, l'outil animal, mais aussi l'affection pour ces animaux, qui on le voit sont énormément aimés, qui font partie, ce sont des acteurs intégrantes. Et aussi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la difficulté de concilier une vie de famille avec leur tâche sur le terrain, avec la vie, avec leur famille sur le terrain. Ils ont deux familles. On le voit à travers le personnage de Kevlar, mais aussi avec le personnage de Nicolas Duvauchel, qui attend un bébé. C'est très très difficile pour eux d'avoir une vie privée, et même quand, et ça m'a fait penser à American Sniper, Chris Kyle, joué par Bradley Cooper, quand ils reviennent à la vie normale, ils sont encore mentalement sur le terrain, à plusieurs milliers de kilomètres au Moyen-Orient. C'est très difficile pour eux d'être présents mentalement. Ils sont présents physiquement, mais pas mentalement. Donc, ils vont trouver des prétextes pour retourner sur le terrain très très vite. Voilà. Et ça, on le voit dans la série, c'est bien montré, c'est bien expliqué. Ben aussi le fait que les femmes, leurs femmes se sentent délaissées et qu'à parfois elles soient tentées d'aller voir ailleurs. Vraiment, tous les aspects sont montrés. La vie privée, les femmes voilées qui le sont par contrainte, l'hypocrisie de ces djihadistes qui en réalité veulent du fric avant toute chose, mais aussi le fanatisme de certains, le fanatisme religieux. Tout est montré avec une grosse dose de danger, de réalisme. C'est extrêmement bien écrit, il n'y a pas d'exagération, et puis c'est une équipe qui est pleinement investie. On sent la complicité entre le casting, les acteurs, les actrices, vraiment on sent une complicité à chaque instant. On sent qu'ils ont pris du plaisir à travailler ensemble, à bosser sur cette série. J'ai hâte d'une saison 3, parce que bien évidemment, après ça, il y a encore une saison 3 possible. J'ai hâte. Pour moi, je vous dis, c'est le digne héritier de Homeland. D'ailleurs, pour Homeland, je pense qu'au vu de tous les éléments qu'on a eu dans la vraie vie, depuis la fin de Homeland s'est arrêté, la saison 8, je crois que ça s'est arrêté soit avant le Covid, soit à peu près en même temps. Il me semble que ça a dû s'arrêter en 2019 ou 2020. Depuis, on a eu le conflit russo-ukrainien, le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-iranien. Je pense que Homeland devrait reprendre. Ça ne serait pas la première série qui fait une pause et qui reprend. Homeland devrait reprendre. Il y a matière à faire des séries et nous expliquer en détail tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'aux infos, on voit qu'une partie, tout l'envers du décor, tout ce qui se passe sur le terrain. Je pense vraiment que Homeland devrait revenir, ou en tout cas une série successeur de Homeland. Pour l'instant, Cœur Noir et la digne héritière de Homeland n'a pas du tout à rougir, puisque pour moi Homeland c'est la meilleure série d'espionnage, c'est-à-dire espionnage géopolitique, qui en même temps nous apprend des choses. En tout cas, je vous la recommande très très largement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si j'en oublie, j'en rajouterai en short ou j'en rajouterai dans la multicritique qui arrivera à la fin du mois d'août, puisque c'est tous les 2 mois. Donc 4 films, Drop Game, très bon petit thriller en huis clos avec beaucoup de suspense. Les Tuches 5, si vous aimez le style, vous devriez aimer ce 5e film. Mission Impossible 8, donc Dead Reckoning. Je pense que ce sera le dernier. Et Ballerina, qui était finalement une excellente surprise. Et au niveau des séries, L'Eternaute, du post-apocalyptique, sorti de nulle part et qui est pour moi une des meilleures séries de ce début d'année. Et Cœur Noir, qui a été extrêmement addictive, une série brillamment écrite et interprétée à tous les niveaux. Il n'y a absolument rien à jeter dans Cœur Noir saison 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu. Je ne peux pas tout voir, je n'ai pas le temps de tout voir malheureusement. Vous voyez, on est fin juin, je devais aller voir F1 avec Brad Pitt et Megan 2.0 parce que j'avais beaucoup aimé le premier Megan. Est-ce que j'aurai le temps de le voir? Je pense que ce sera au mois de juillet, mais voilà, j'ai un taf qui est franchement très fatigant. Je vous dis, je travaille dans un dépôt-vente, je dois soulever des lourdes charges, des canapés, des armoires, des meubles et tout. Et il n'y a pas de clim, c'est un immense dépôt, on n'a pas de clim. Ça monte jusqu'à 37 degrés, on est en sous-effectif. Donc les rares jours où je travaille pas, j'en profite pour dormir tellement je suis éclaté, en plus avec la canicule en ce moment. Donc j'ai pas le temps de voir des films et des séries.
c'est pour ça que je fais pas mal de shorts. Dans quelques jours, on se retrouve pour... Ça rentre dans la collection, tout ce que j'ai rentré durant le mois de juin, en plus des soldes, puisque vous avez ma vidéo des rentrées de soldes, mais je vous montrerai aussi tout ce que j'ai rentré en dehors des soldes. Il y a autant de choses, si ce n'est plus. Et puis, durant cet été, je pense vous faire 2 ou 3 vidéos avec quelques shorts, et puis ce sera déjà pas mal. Merci à toutes et à tous, passez un bon été, au frais, j'espère pour vous. Parce que moi, le ventilateur, il brasse de l'air chaud, il fait 32 degrés chez moi, c'est l'enfer. J'espère que pour vous, vous travaillez dans un endroit où vous avez la clim. Bon courage pour cet été, portez-vous bien et ciao tout le monde.